Bonjour à tous, bienvenue dans le CQFR, nous sommes le vendredi 27 décembre 2024. Il y avait 9 matchs au programme de la nuit, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que je vous disais hier, il y avait à mon sens peu d'affiches très intéressantes, à l'exception du match entre Indiana et Oklahoma City, puisque c'était deux des équipes les plus en forme ces derniers temps en NBA. Je me suis complètement trompé, il y a eu plein de matchs intéressants, plein de fins de match assez folles, plus qu'intéressante, même complètement folle, avec des game winners dans tous les sens, quelques matchs où il y a eu des cartons au scoring assez invraisemblables, et on va en parler dans quelques instants. Mais avant ça, je voulais faire le point, comme je vous l'avais promis hier, sur Luka Doncic. Luka Doncic qui s'était blessé le jour de Noël, vous vous en souvenez, lors du match contre les Minnesota Timberwolves. Après quelques minutes, il avait dû quitter le terrain, blessure au mollet, on attendait l'IRM passer jeudi. Le résultat est intervenu, donc il a une élongation et il va devoir observer au moins un mois de repos avant que le staff médical des Mavs le réévalue, voit comment évoluer sa blessure. Et donc ce ne sera pas avant la fin du mois de janvier qu'on saura quand Luka Doncic va pouvoir reprendre. Ça met évidemment en péril sa participation au All-Star Game, ce qui est grave ou pas. On sait on a déjà parlé pas mal de fois ces derniers temps de la perte d'intérêt pour le All-Star Game de la part des joueurs et du public. Donc c'est surtout que je pense que les Mavs aimeraient pouvoir compter sur lui là dans la période qui arrive, alors qu'ils sont en train d'amorcer quand même une belle remontée au classement après une entame plutôt moyenne, on va dire. Et donc les Mavs vont devoir faire sans Luka Doncic. Ils avaient plutôt bien géré son absence il y a quelques semaines. Ils avaient responsabilisé d'autres joueurs, autour des plus expérimentés évidemment, qui étaient toujours là, hein, les cadres Kyrie Irving, Klay Thompson. Est-ce que Dallas va à nouveau pouvoir se reposer sur les autres joueurs? Est-ce que la qualité de l'effectif qu'on connaît va être suffisante pour les maintenir dans le top 4, pour leur permettre de passer peut-être les équipes devant eux? C'est moins sûr en l'absence de Doncic, mais on peut leur faire confiance normalement pour se maintenir dans la bonne tranche du classement dans la conférence Ouest. Dallas est pour l'instant quatrième avec seulement 2 victoires de plus que les Clippers qui sont septièmes. Et Luka Doncic, avant cette blessure au mollet, tournait à 28 points, 8 rebonds et 8 passes de moyenne à 46,4%. Donc encore une belle saison quand même pour Luka Doncic, dont les Mavs vont devoir se passer pendant plusieurs semaines et donc au moins un mois comme l'a révélé l'IRM passé hier. On peut passer au match, je vous le disais, ça a été une nuit assez folle. Il y a plusieurs fins de match sur lesquelles vous pouvez vous poser avec le League Pass ou sur les matchs qui sont diffusés sur beIN. La fin de match la plus folle, je pense qu'elle est quand même à chercher du côté de Sacramento, où les Kings affrontaient les Pistons, ils recevaient Détroit. Les Kings ont dilapidé 16 points d'avance dans le quatrième quart-temps contre Détroit, avant de perdre sur une action à 4 points de Jaden Ivey, qui a été envoyé sur la ligne après son panier à 3 points. Et une faute de De'Aaron Fox, c'est une grosse erreur quand même. Il pouvait le laisser attaquer le panier, il a fait faute sur le tir à 3 points, panier, lancer franc. Et ça fait une nouvelle défaite à domicile pour Sacramento, 114-113. Ça va vraiment pas cette année à Sacramento sur les matchs à domicile, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et dans les rencontres serrées surtout, parce que les Kings ont quand même deux joueurs qui, sur les 2-3 dernières saisons, sont dans le top 3 des joueurs les plus clutch, hein, donc les plus productifs dans les dernières minutes des matchs serrés, avec De'Aaron Fox et DeMar DeRozan. Fox avait été même élu clutch player, le premier clutch player de l'année, si je dis pas de bêtises, le trophée de Jerry West. Cette année, ça fonctionne pas du tout dans les rencontres serrées. Les Kings perdent quasiment automatiquement et malheureusement, ça impacte leur classement. Ils sont 12e dans la conférence Ouest. Ils ont déjà 3 victoires de retard sur les Warriors, qui sont pourtant pas l'équipe la plus en forme non plus. Ils ont 3 victoires de retard sur le 10e et ils sont sur 5 défaites de suite. Donc on sait qu'une bonne série peut toujours relancer des équipes. On est encore loin de la fin de la saison, mais ça sent quand même pas mal le sapin pour les Kings, qui sont trop irréguliers cette saison, qui ont du mal, dès qu'ils sont sur une bonne phase, ça s'arrête brutalement, et là ça fait 5 défaites de suite. Donc voilà, à côté de Pistons qui lâchent pas les matchs, qui sont très bien cette année dans cette optique de progression, et qui, je l'ai dit tout à l'heure, ont été menés de 16 points dans le quatrième carton, et qui se sont pas arrêtés de jouer, et qui ont réussi à l'emporter. Au niveau des stats, 33 points pour Cade Cunningham avec 10 passes, il fait vraiment une très très belle saison, il joue à un niveau All-Star qui est assez incontestable. Certes, en shootant à 9 sur 24, mais il a été suffisamment agressif pour aller 12 fois sur la ligne et faire à nouveau un bon match. Malik Beasley, qui est l'un des bons joueurs en sortie de banc cette année pour les Pistons, qui marque lui 22 points. En face, les 26 points de De'Aaron Fox à 11 sur 25 n'ont pas suffi. Il manquait quand même Domantas Sabonis, il faut le préciser.
Autre game winner, c'est pas le dernier, hein. C'est pas le dernier, vous verrez sur les matchs de la nuit, celui de Tyler Herro lors du derby floridien entre Orlando et Miami, remporté sur le fil par le Heat, 89-88, tout petit score par rapport à la moyenne de points auquel on assiste globalement en NBA maintenant, mais aussi par rapport à d'autres matchs dont on parlera des scores tout à l'heure. Donc victoire 89-88 pour le Heat. Le Heat était mené d'1 point à 5 secondes de la fin par le Magic, encore dans le match, malgré... toujours dans les matchs, malgré les blessures en cascade, et Tyler Herro a frappé sur un jump shot splendide devant Trevelin Quinn, drive sur la droite, il shoot, et à 5 secondes de la fin par contre, ça fait mouche, et ça fait petit hold-up pour Miami, parce que le Magic a quand même mené une grande partie du match, et pensait sans doute réussir à arracher ce derby floridien qui a vu Tyler Herro donc marquer 20 points, qui a vu Jaime Jaquez marquer 15 points, Alec Burks 17, il n'y avait pas Jimmy Butler. Jimmy Butler toujours indisposé par les douleurs à l'estomac, en même temps que probablement la situation autour de sa demande de trade. Du côté d'Orlando, Jalen Suggs avait fait un très bon match avec 29 points, et Goga Bitadze était en double-double, 10 points, 14 rebonds. Je vous disais que c'était pas le dernier des game winners, on en reprend un petit, celui de Jordan Poole pour Washington, à 3 points sur un step back pour permettre aux Wizards de remporter un match de mal classé. Contre les Charlotte Hornets, 113-110, il restait 8 secondes, les deux équipes étaient égalité, et l'ancien joueur des Warriors a frappé à 3 points sur un step back, comme je le disais. Malgré la défense du très bon Josh Green, Jordan Poole qui marque ce panier à 8 secondes et qui permet aux Wizards de l'emporter. Il y avait 4 Français dans ce match, 2 de chaque côté, c'est ceux des Wizards qui se sont le plus distingués. Bilal Koulibaly a marqué 20 points avec 6 rebonds et 5 passes à 6 sur 16. Alex Sarr a fini avec 15 points, 3 rebonds, 3 contre, 1 passe, 1 interception. Et du côté des Hornets, un peu moins de temps de jeu pour nos Français. Tidjane Salin a joué 13 minutes pour 6 points et 4 rebonds. Et Moussa Diabaté, à ma grande tristesse, parce que vous savez à quel point j'aime bien le voir beaucoup jouer dans les matchs, apporter son énergie, avoir des plus-minus toujours assez spectaculaires. Il a eu droit qu'à 5 minutes de jeu, ce qui lui a permis de capter 3 rebonds. Et donc victoire des Washington Wizards dans ce match des mal classés. Si on jette un coup d'œil au classement pour regarder la situation à l'Est, justement entre eux, on a les Wizards qui sont bons derniers, 15e avec 5 victoires et 23 défaites. Et les Hornets qui sont 13e avec 7 victoires et 23 défaites. C'est la 6e défaite consécutive pour les Charlotte Hornets. Il y a un trou qui est clairement creusé. Les Hornets qui sont 13e sont à 5 victoires des Sixers qui sont 12e pour le moment. On continue avec les paniers clutch. Vous reprendrez bien un dernier petit game winner. Après le match entre les cancres de l'Est, il y a le match entre deux cancres, pas les cancres, mais deux cancres de l'Ouest, entre Portland et Utah. C'est victoire des Blazers 122-120 grâce au premier game winner de Scoot Henderson à 0.1 secondes du terme sur un fadeaway, un tir compliqué, hein. C'est le genre de tir, s'il le rate, je pense que ses coéquipiers peuvent peut-être râler un peu. Et donc le sophomore maintenant des Blazers, Scoot Henderson, qui a fini avec 18 points et 10 passes et qui a fêté son premier panier pour la gagne. Deni Avdija et Shaedon Sharpe avaient inscrit 27 points tous les deux, et Portland est 13e à l'ouest après cette victoire sur le fil. Pas de game winner, mais donc l'affiche, ce que j'avais un peu identifié comme l'affiche de la nuit entre deux équipes qui carburaient très fort et une qui continue de carburer très fort, c'était l'affiche entre Oklahoma City et Indiana. Le MVP de la nuit est clairement allé chercher de ce côté-là. Oklahoma City l'a emporté sur le parquet des Pacers 120-114. Il a fallu un très grand Shai Gilgeous-Alexander pour guider le 9e succès consécutif du Thunder. Shake a marqué 45 points, record personnel égalé à 15 sur 22, et Oklahoma City avait quand même 15 points de retard sur les Pacers, qui faisait encore un bon match avant que le Thunder ne se fasse respecter, notamment par Shai, mais aussi par Jalen Williams, 20 points, et Isaiah Hartenstein, 11 points, 13 rebonds, et toujours une activité débordante. C'est décidément une excellente recrue pour OKC. Et du côté des Pacers, c'était Andrew Nembhard et Pascal Siakam. Andrew Nembhard 23 points, Pascal Siakam 22 points et 10 rebonds qui avaient été les plus en vue de ce côté-là. Au niveau statistique, parmi les autres, malheureusement pas d'Ousmane Dieng, hein, il n'a pas participé à la rencontre.
Tyrese Haliburton était en petite forme offensivement. Certes, 8 passes décisives, ça c'est toujours une constante chez lui, mais seulement 6 tirs pris en 35 minutes, 4 points marqués, moins 13 de différentiel, alors que certains de ses camarades ont fait bien mieux dans le domaine. C'est un petit coup d'arrêt pour les Pacers, mais ils sont quand même sur une dynamique plutôt prometteuse, alors qu'ils avaient été en difficulté en début de saison, on les reconnaissait pas trop. Donc victoire à nouveau d'OKC qui conserve assez nettement la tête de la conférence Ouest. À l'Ouest toujours, pas très loin derrière, il y a quand même une petite marge, hein, mais à la lutte pour la deuxième et la troisième place, on a Memphis qui a marqué 155 points en 4 cartons, pas de prolongation, pas besoin, pour battre et dominer largement les Raptors qui eux sont totalement en roue libre, 155 à 126. Défense passoire hein, évidemment pour les Raptors, hein, c'est logique vu le score. Et Memphis qui, je m'y attendais personnellement pas, même si j'avais quand même des espoirs assez solides de revoir Memphis en haut du classement cette saison. Memphis a l'attaque la plus prolifique de toute la NBA cette saison et l'a encore confirmé dans cette rencontre. Bon, c'est pas celle-là que je vous conseillerais de regarder, hein, c'est pour les puristes et les amateurs de défense un peu solide. Bon, 155 points encaissés, c'est pas ce qui est le plus sympathique à regarder. 8 joueurs quand même pour Taylor Jenkins, 8 joueurs du coach Taylor Jenkins qui ont marqué entre 11 et 21 points dans ce succès qui permet aux Grizzlies de rester au contact de Houston, deuxième. Houston qui, on va en parler maintenant, l'a emporté aussi assez facilement contre une autre équipe qui est en roue libre, même si c'est probablement un peu moins le projet de base que pour les Raptors, c'est New Orleans qui a encore perdu, et ça fait 128 à 111 pour Houston. 3 joueurs à 25 points en plus, Jalen Green 30 points, Cam Whitmore 27 et Fred VanVleet 25. C'est la 4e victoire de suite pour les Texans, et 8e de rang pour les Pelicans, bon dernier de toute la NBA. Zion a manqué 22 matchs maintenant, et on ne sait toujours pas quand il va revenir. Brandon Ingram en a manqué un paquet maintenant. Il y a quand même des joueurs de très bon niveau qui sont revenus, ça n'empêche pas les Pelicans malheureusement de continuer à s'enfoncer et être bon dernier de la ligue. Le tanking est plus qu'activé, il va peut-être se confirmer aussi au moment de la deadline avec peut-être des trades qui vont se matérialiser pour confirmer ce virage vers le tanking. On ne sait pas encore si Zion sera concerné, si Brandon Ingram sera concerné, McCollum, DeJounte Murray. Bref, la saison continue d'être déprimante pour les Pelicans. 2 matchs dont on n'a pas encore parlé, les 2 derniers de la nuit. Celui qui a vu les Hawks s'imposer contre les Bulls. Là aussi, très très ouvert offensivement, 141 à 133 pour Atlanta. Zachary Rizaché a eu droit à 23 minutes de jeu, numéro 1 de la draft, qui a marqué 16 points, 5 rebonds, 3 passes et une interception à 5 sur 12, avec 3 paniers à 3 points quand même. C'est plutôt les autres cadres du groupe qui sont à l'origine de cette victoire. Jalen Johnson, le toujours excellent Jalen Johnson, 30 points, 15 rebonds, 4 passes. Trae Young, 27 points et 13 passes. Et DeAndre Hunter qui continue de faire campagne pour le titre de 6e homme de l'année, qui a marqué 25 points. Ce sont eux qui ont fait la différence. Et Atlanta, mine de rien, n'est qu'à une seule victoire du top 5 à l'Est. Une bonne passe pour les Hawks qui ont gagné leurs 2 derniers matchs et qui sont coude à coude avec le Heat, à une seule victoire des Bucks 5e, même pas si loin que ça d'Orlando qui est 4e, 19 victoires pour Orlando, 16 pour Atlanta mais qui a des matchs en moins. Donc les Hawks font vraiment un début de saison intéressant compte tenu de ce qu'on pensait au démarrage, c'est-à-dire peut-être une phase de reconstruction. Trae Young a l'air très engagé, Jalen Johnson fait une saison magnifique et le groupe fonctionne bien pour le moment. Voilà. Je disais qu'ils revenaient pas très loin des Bucks. Les Bucks, par contre, eux, ont été douchés à domicile, 111 à 105 par les Brooklyn Nets. Doc Rivers a dû se passer de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard, comme au dernier match. Les deux sont au repos, ils soignent des bobos chacun de leur côté. Cette fois, ça n'a pas fonctionné, ça avait marché au dernier match, notamment grâce à Chris Middleton et Bobby Portis. Cette fois, les Nets sont venus encore une fois décomplexés et les absences de Giannis et Lillard ont trop pesé. 41 points pour Brook Lopez et Chris Middleton, mais ça n'a pas suffi contre une équipe de Brooklyn qui a renversé les Bucks dans le 4e quart-temps. Cam Johnson, 29 points, qui a encore été le meilleur joueur des Nets cette nuit. Lui aussi, possible candidat pour un trade. On a vu que Dennis Schroeder a eu son bon de sortie. Peut-être que lui aussi aura le droit d'aller dans une équipe un peu plus compétitive. En tout cas, il est irréprochable et il fait une très très belle saison.
sous le maillot des Nets. Voilà pour les matchs de la nuit. Petite info audience, parce qu'on sait qu'aux États-Unis ça fait toujours parler, les gens regardent moins la NBA, etc., etc., ce qui est factuellement un peu vrai, même si c'est plutôt les moyens de consommer la NBA qui ont changé plus qu'un désamour total. La NBA a communiqué hier et le Christmas Day a réuni 5,25 millions de téléspectateurs par match aux États-Unis. Et le match entre les Lakers et les Warriors, qui a été super sympa à suivre, on en a parlé hier, est le plus regardé parmi les matchs de Noël depuis 5 ans, avec une moyenne de 7,76 millions et un pic à 8,32. Donc il y a quand même encore de l'intérêt, en tout cas quand il y a les affiches et les scénarios au rendez-vous dans les Christmas Games. On va se laisser là-dessus après ce petit tour d'horizon des 9 matchs de la nuit. Je vous rappelle que demain matin, il y aura le CQFR du samedi, celui où on essaie de répondre autant que possible à vos questions. Je me suis collé à l'exercice, c'était comme toujours très très sympathique, et continuez de nous envoyer vos questions à cqfr.rivers@gmail.com. Pas de Hoop Culture ce dimanche, hein. Nos amis Théo et Pierre Armand vont revenir bientôt. Il y aura dans quelques jours, peut-être ce week-end, peut-être dimanche justement à la place du Hoop Culture. Je vous le dis comme ça, c'est pas encore garanti, mais on a eu TJ McConnell et Obi Toppin pour des petites interviews en marge de la diffusion de leur match de ce week-end. Et aussi évidemment pour parler un peu des NBA Paris Games dans 2 petites vidéos séparées qui seront postées sur la chaîne YouTube probablement dimanche, mais dans les prochains jours en tout cas. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain matin pour le CQFR du samedi. Ciao!